Bonjour. Le 28 septembre 2016, à la conférence d'astronautique au Mexique, Elon Musk annonce son incroyable projet de coloniser la planète Mars avant 2024. Suite à cet événement, tout s'est accéléré. De nombreux acteurs se sont ajoutés dans cet ambitieux projet d'étendre la vie jusqu'à la planète rouge. Ce projet nous ayant interpellés, nous nous sommes demandé comment les connaissances scientifiques actuelles pourraient permettre à l'homme d'envisager une future colonisation de Mars. Afin de répondre à cette question, nous allons présenter les différents acteurs du projet, puis voir de plus près en quoi les connaissances de l'homme en SVT et en physique-chimie pourraient permettre d'aller sur Mars et de coloniser cette planète. Le projet Mars, les principaux acteurs. Le 28 septembre 2016, Elon Musk surprend plus d'une personne en faisant la déclaration plus qu'ambitieuse à la conférence d'astronautique au Mexique de coloniser la planète Mars avant 2024. Ce projet, pour l'instant irréalisable, consistera à envoyer des hommes sur la planète rouge pour qu'ils y installent une base permettant de protéger les hommes des conditions de vie totalement différentes à celles de la Terre, comme par exemple les rayons cosmiques. Mais avant tout cela, il prévoit d'envoyer une capsule dite Dragon sur la planète Mars d'ici 2018, puis ensuite envoyer tous les 26 mois du matériel jusqu'à 2024, date où il espère envoyer des hommes sur la planète en question. Le problème avec son projet, c'est que l'implantation est définitive. Or, Elon Musk ne s'est pas trop prononcé sur ce point, le seul détail ayant été divulgué étant son utilité. Créer du carburant pour de nouvelles fusées grâce au méthane situé sur la planète rouge. C'est un challenge plutôt financier, avec un planning tout de même très serré. Nous pouvons aussi souligner le fait que SpaceX voudrait envoyer la NASA dans l'espace. La durée du voyage annoncée est d'environ 70 jours. Cependant, le 7 octobre 2016, Boeing annonce qu'ils seront les premiers à atteindre cet objectif. En effet, lors d'une conférence organisée par Via Atlantic, Dennis Muilenburg, PDG de la compagnie aérienne, explique qu'il est convaincu que la première personne à poser le pied sur Mars arrivera sur place à bord d'une fusée Boeing. Le PDG a également évoqué rapidement le futur de la société, avec le tourisme spatial et les avions hypersoniques. Il ne donne par contre pas vraiment de détails supplémentaires, contrairement à Elon Musk, qui a longuement évoqué son plan, le lancement de ses fusées et son financement. La réaction de Boeing n'est pas pour autant à prendre à la légère, car la société n'en est pas à son coup d'essai dans le domaine de l'aérospatial, et elle est, comme SpaceX, un des partenaires privés de la NASA pour des missions habitées vers la Station Spatiale Internationale. De plus, c'est Boeing qui a construit le premier étage de la fusée Saturn V, le plus gros lanceur qui existe actuellement et celui qui a envoyé des hommes sur la Lune. Leur projet est d'envoyer des hommes sur Mars et de les faire revenir pour 2030. Boeing et SpaceX ne sont pas les seuls, car un concurrent est entré officiellement dans la danse. Barack Obama. L'ambition ultime de ce président en fin de mandat est, d'un jour, pouvoir rester sur la planète rouge pour une longue durée. Le président américain annonce une collaboration avec le secteur privé pour construire de nouveaux vaisseaux qui pourront accueillir et transporter des astronautes sur des missions de longue durée dans l'espace lointain. Cependant, il n'approfondira pas son discours, nous laissant sur notre faim. La SVT dans la conquête spatiale. Pour envisager une colonisation de Mars, il faut pouvoir y rester. Revoyons donc la notion de planète habitable. Pour qu'une planète puisse accueillir la vie, il est important d'avoir la présence d'eau liquide, solide et gazeuse. Pour cela, la planète doit se situer dans une zone habitable de son système stellaire. Pour le système solaire, cette zone se situe entre 0,95 unités astronomiques et 1,67 unités astronomiques. Mars est situé à 1,70 unités astronomiques, c'est-à-dire à la limite de la zone d'habitabilité définie autour du Soleil. Mais il faut également une pression et une température permettant à l'eau de persister sous ces trois états. L'atmosphère de la planète doit être épaisse et contenir du dioxygène, permettant le métabolisme, et de l'ozone, formant une couche protectrice contre les ultraviolets C, très nocifs à la vie. Mars possède une atmosphère, mais trop peu épaisse et peu dense. Par conséquent, la température de surface est de moins 50 degrés et l'eau ne peut être présente à sa surface uniquement sous forme solide au pôle et gazeuse dans l'atmosphère. Il est donc important de trouver un moyen d'obtenir de l'eau liquide pour coloniser cette planète. De plus, Mars ne possède pas de couche d'ozone. Il faudrait alors trouver une autre solution pour se protéger contre les ultraviolets C. Les voyages dans l'espace ne sont pas sans effet sur le corps humain. L'absence de gravité et l'effet d'apesanteur ont de graves conséquences sur la masse corporelle, musculaire et osseuse. Un entraînement adapté est donc important pour pouvoir partir dans l'espace. Il faut au moins 5 ans d'entraînement avant de pouvoir partir. Les astronautes doivent être prêts physiquement et psychologiquement avant le départ. Beaucoup d'exercices physiques, des entraînements immergés pour simuler l'absence de gravité, des vols paraboliques et la fameuse chaise tournante pour se préparer au mal de l'espace. Des entraînements à la violence du décollage avec des centrifugeuses et des stages de préparation psychologique pour s'entraîner à gérer le stress en mission sont également imposés. Dans l'espace, les astronautes subissent plusieurs syndromes. Le mal de l'espace qui crée une transpiration anormale, des vertiges, des nausées et des vomissements, d'où l'importance des vols paraboliques avant le départ.
Dans l'espace, le cœur répartit le sang comme sur Terre. Or, l'absence de gravité complique l'alimentation de la partie inférieure du corps. Les fluides remontent vers le torse et la tête, ce qui engendre le syndrome de la tête pleine. Les veines du cou et du visage ressortent et les yeux rougissent et se gonflent. On constate aussi une congestion du nez et des sinus, et parfois même des maux de tête. Les jambes recevant moins de sang deviennent plus faibles. Ces phénomènes disparaissent généralement au bout de 2 à 3 jours, le temps pour l'organisme de l'astronaute de s'habituer à la pesanteur. Les conséquences musculo-squelettiques sont importantes. Les astronautes souffrent d'ostéoporose et sont plus vulnérables aux fractures et aux problèmes rénaux. Pour lutter contre ce phénomène et le retarder, il faut une nourriture riche en calcium, des exercices physiques quotidiens intenses et réguliers, ou même le port d'un pantalon dit pingouin qui permet de muscler tout le bas du corps. La pesanteur agit sur la colonne vertébrale et entraîne l'écartement des vertèbres, causant une augmentation de la taille et des douleurs au dos. De plus, le manque de gravité rend chaque mouvement beaucoup plus facile et rend le muscle moins sollicité. La conséquence, la perte de masse musculaire, et donc une atrophie musculaire qui, comme l'ostéoporose, ne peut pas être arrêtée, mais simplement retardée et limitée. Enfin, les astronautes sont victimes d'une perte de vision qui est causée par une pression importante sur les nerfs optiques, ce qui limite l'accommodation du cristallin. Lors du retour sur Terre, environ un astronaute sur 3 perd connaissance et subit à nouveau l'effet de la gravité. Ils se sentent plus lourds et n'ont plus le sens de l'équilibre, ils ne peuvent plus marcher seuls. Ils ont besoin d'être portés pour se déplacer, et de simples gestes pourtant si simples dans l'espace deviennent très difficiles pour eux. Au niveau psychologique, les astronautes peuvent devenir nostalgiques de l'espace et être troublés et déstabilisés par leur retour à la vie normale. Tous ces durs entraînements et ces symptômes nous montrent que la planète rouge n'est pas encore accessible à tout le monde avec les connaissances scientifiques actuelles. La physique-chimie dans la colonisation de Mars. La physique utilise la troisième loi de Newton, aussi appelée le principe des actions réciproques. Ce principe repose sur une égalité et une opposition entre l'action et la réaction. C'est-à-dire que les actions des deux corps entre eux sont toujours égales et de direction contraire. Dans le cas de la fusée, il y a une accélération et une éjection de la matière derrière elle à l'aide d'un ou plusieurs moteurs fusées. Plus le débit de gaz et la vitesse d'éjection sont grandes, plus la force propulsive, donc la poussée, est grande. Les moteurs fusées sont plus performants dans le vide. Plus la pression atmosphérique augmente, moins le moteur est performant. Le moteur fusée est un moteur à réaction destiné à la propulsion d'un véhicule grâce à la projection d'un fluide vers l'arrière par la combustion. Pour les robots martiens, prenons l'exemple de Curiosity. C'est un robot envoyé par la NASA et envoie des images haute définition de Mars. Ce robot fonctionne au nucléaire avec un générateur thermoélectrique alimenté par un composé radioactif. C'est moins écolo, mais plus efficace, surtout la nuit et l'hiver. Curiosity est très intéressant à analyser, car il est à ce jour le robot le plus gros et le plus évolué jamais envoyé sur la planète rouge. En effet, cet engin fait la taille d'une Mini Cooper et est équipé de 6 roues pour assurer une mobilité performante sur le sol rocailleux. Le robot a emporté 75 kg de matériel scientifique, soit 10 fois plus que ses ancêtres Spirit et Opportunity. Curiosity a notamment embarqué ShemCam, un outil scientifique utilisant la spectroscopie pour analyser les sols et les roches martiens. Un laser de puissance tire sur une cible, ce qui provoque la fusion du matériau et l'apparition d'un plasma que l'on détecte à distance en spectroscopie UV visible. Malheureusement, Curiosity n'est allé sur Mars que pour y rester. Les bases spatiales, ici les bases martiennes, auront le même fonctionnement qu'une station spatiale à l'exception d'une présence de gravité déjà mise en place. Nous prendrons donc ici le fonctionnement d'une station spatiale. Premièrement, la position de la base devra être dans un tunnel pour simplifier sa construction et ainsi ne pas être exposé à l'air néfaste de Mars composé à 96% de dioxyde de carbone. Le dioxygène n'étant ainsi que très peu présente sur Mars, la base aura besoin de générateurs de dioxygène pour assurer une survie prolongée. Pour cela, on pourrait utiliser le dioxyde de carbone omniprésent sur Mars, le liquéfier pour retirer le carbone afin qu'il ne reste que le dioxygène pour recycler le gaz. On n'oubliera pas de le condenser ensuite bien évidemment. Ensuite, la base sera soumise au problème de gravité 3 fois moindre que la Terre. Pour y remédier, la technologie actuelle permettant de produire cette force uniquement dans les véritables stations spatiales par rotation, la base spatiale devra donc se contenter de la gravité martienne. Enfin, l'approvisionnement sur la planète rouge pourrait se faire par élevage et par agriculture. On pourrait également réchauffer les glaces martiennes pour s'approvisionner en eau. Pour conclure, cette étude nous permet de réaliser que ce projet est encore loin d'être possible, notamment en raison des lourdes conditions physiques et psychologiques nécessaires pour voyager dans l'espace, limitant grandement le nombre de personnes capables d'atteindre et de rester sur la planète Mars. De plus, les connaissances scientifiques actuelles se limitent à l'étude de la planète rouge à l'aide de robots martiens, mais ne permettent pas d'en faire un lieu vivable pour le moment, en raison d'une gravité martienne trop faible qu'on ne peut pas contrôler. Toutefois, les nombreux acteurs de ce projet tels que SpaceX, Boeing et la NASA
travaille activement sur la recherche de solutions à ces problèmes, pour peut-être un jour pouvoir coloniser la planète Mars et qui sait, les autres planètes de notre système solaire. Cette vidéo touche à son terme, nous vous remercions de l'avoir regardée. N'hésitez pas à poser vos questions et à consulter les sources utilisées pour la création de ce projet de TPE pour en savoir plus. Nous vous remercions une fois de plus pour votre attention.